calme, trop calme. Ça me paraissait trop calme. Dehors, ça me paraissait trop calme. J'ai alors regardé la voiture, le pick-up. J'ai regardé le pick-up, un pick-up noir. Quand j'ai regardé mon pick-up et que ça me paraissait trop calme dehors, je suis rentré. Je me suis alors muni d'une lampe de poche. Je me suis muni d'une grande lampe de poche et d'une plus petite. La plus petite, je l'ai mis dans la poche arrière de mon jeans. La plus grande, je l'ai tenue à la main. Je suis allé voir le pick-up. Faisant des gestes devant la porte de garage, la lumière à l'extérieur s'est allumée. Je me suis retourné quand j'ai entendu un buisson. Ça me paraissait calme, trop calme. Encore une fois, ça me paraissait beaucoup trop calme. J'ai alors vérifié mon pick-up. J'ai vérifié l'avant, j'ai vérifié les phares. À côté de moi, j'ai mis des planches que j'avais récupérées, des planches de métal. J'avais scié des trous avec une disqueuse. J'avais scié des trous. J'ai alors pris les planches que j'avais fabriquées, des planches carrées avec des trous à l'intérieur que j'avais fait, des petits trous circulaires. Je les ai alors vissés aux portes de la voiture. J'ai apporté alors la grande planche que j'avais fabriquée, une grande planche, la même, avec des trous circulaires que j'avais fait dans le métal. Je l'ai apporté avec la disqueuse pour couper les morceaux de métal, et avec une scie électrique, avec un couteau électrique pour le métal, j'avais coupé les trous. Avec la disqueuse, j'avais coupé les mesures dont il me fallait pour pouvoir les poser sur les portes et pour pouvoir les poser sur le capot. J'ai apporté les 2-3 autres morceaux de métal que j'ai posés à côté des phares, que j'ai posés juste devant la voiture. Quand j'ai apporté ces morceaux de métal et que je les ai posés sur les phares, juste à côté, un peu comme des œillères de chevaux, je les ai posés à côté des phares. J'ai pris alors juste entre les phares, juste devant, sur le devant de la voiture. Sur le devant de la voiture, j'ai posé alors un gros morceau de métal. J'ai posé ce gros morceau de métal que j'avais fabriqué moi-même. Un morceau de métal que j'avais replié vers l'avant, que j'avais déposé devant. Sur le capot, j'ai posé ce gros morceau de métal et je l'ai posé au-dessus. J'ai vissé. J'ai pris la visseuse et j'ai vissé les morceaux. J'ai vissé chaque morceau. Les 2 morceaux de métal sur les portes, sur la porte gauche, sur la porte du passager, sur la porte droite, sur la porte du conducteur. Et en face, j'ai pris alors le morceau de métal que j'ai passé en dessous de la voiture. J'ai regardé où est-ce que je pouvais l'accrocher. Je me suis mis par terre et j'ai regardé où est-ce que je pouvais l'accrocher. Je me suis couché sur le dos, au sol, et j'ai regardé où est-ce que je pouvais accrocher ce gros morceau de métal pour qu'il puisse passer devant la voiture, pour qu'il puisse passer devant le pare-choc, et pour qu'il puisse passer juste entre les phares. J'ai regardé où est-ce que je pouvais le visser pour ne pas percer le moteur, pour ne pas endommager le moteur de la voiture. J'ai regardé où est-ce que je pouvais l'accrocher et je l'ai alors accroché par en dessous et par devant aussi, avec 4 vis supplémentaires. Une fois que la voiture était prête, j'ai regardé si tout était bien fixé. À l'intérieur du chalet, j'avais posé des micros. J'avais posé des petits micros aussi petits que ma main, et j'avais posé des petits baffles aussi petits que ma main, aussi petits que la paume de ma main. Je les avais posés par terre. J'avais laissé les portes ouvertes en bas au rez-de-chaussée. Au niveau du séjour, j'avais posé des micros un peu partout, près des tableaux sur le mur. J'avais posé des micros près de la cheminée. J'avais posé des micros près des portes. J'avais posé des petits baffles à chaque extrémité des fauteuils. J'avais posé des petits micros à chaque extrémité des pieds de la table. J'avais posé des micros et des baffles à chaque extrémité de la table. Je menais une expérience, je laissais le séjour ouvert pendant la nuit. Je laissais le séjour et le sous-sol ouverts pendant la nuit.
voir si un animal rentrait, voir si au rez-de-chaussée un animal allait rentrer. Et j'attendais qu'il rentre pour que je puisse enregistrer tout son passage. J'avais aussi mis des caméras qui filmaient de part et d'autre du coin de la cuisine, qui filmaient l'entrée, qui filmaient aussi le salon. J'avais posé quelques petites caméras. Les caméras, je les avais accrochées. Je les avais accrochées avec des câbles noirs que je suspendais en hauteur pour pas que l'animal ne les voie et qu'il ne se doute de quelque chose. Ensuite, j'ai rempli les vivres que j'ai mis à l'arrière du pick-up. Quand j'ai rempli les vivres que je les ai mis à l'arrière du pick-up, je suis allé en forêt. Je suis allé en forêt, j'ai mis des bidons d'eau. J'ai mis des bidons d'eau à l'arrière du pick-up. Des grandes J'ai mis des grandes boîtes noires à l'intérieur de ces grandes boîtes noires que j'avais refermées, que j'avais ficelées avec des sangles et avec de la corde. J'ai regardé à l'intérieur avec une corde élastique et avec une corde un peu plus solide, avec des sangles, je les ai ficelées à l'arrière. J'ai regardé, d'abord avant de les ficeler, j'ai regardé si tout était prêt. Nourriture froide, nourriture qui se chauffait, chauffe-eau, tout était prêt. J'avais pris un chauffe-eau avec, que j'avais accroché. Tout était prêt dans un sac à dos que j'avais à côté de moi. À l'intérieur, il y avait le chauffe-eau. J'étais prêt pour partir. Quand j'étais parti, je récupérais. Assis contre la voiture, contre la roue arrière. Essoufflé, je récupérais. Ensuite, je suis parti avec ma clé à métaux, accrochée dans mon dos. Je défaisais les pièges à loups que certains chasseurs avaient posés. Je défaisais les pièges à loups. Je me souviens encore de l'odeur du métal mélangée à l'odeur de l'eau quand la pluie venait de passer dans la forêt. Je me souviens encore de la froideur de la chaîne qui pendait et qui était juste sur mon épaule. Je me souviens des pics, des picots. Je me souviens des griffes du piège à loup qui frappaient dans mon dos. Ça ne me faisait pas mal pour autant, c'était supportable. Je marchais, et puis jusqu'au pick-up, je m'arrêtais, avec ma grande lampe de poche, avec ma lampe de poche allumée, et ma plus grande lampe de poche allumée, je la posais sur le pick-up. Allumée, avec ma lampe de poche allumée, je la posais sur le pick-up, et là je regardais. Je regardais alors derrière moi, beaucoup trop calme pour qu'il ne se passe pas quelque chose. J'ai alors, avec une clé à métaux, j'ai défait les chaînes des pièges à loups. Je les ai désamorcés. Je les ai désamorcés pour les enlever. J'ai défait les chaînes des pièges à, j'ai défait les chaînes des pièges à loups. Quand j'ai défait les chaînes des pièges à loups avec ma clé à métaux, je les rangeais. J'ai rangé tous les pièges à loups dans un bac et j'ai rangé toutes les chaînes dans un bac. J'allais les réutiliser. Le lendemain matin, je me suis levé tôt, de bonne heure. J'ai pris toutes les chaînes dans le pick-up et j'ai commencé à souder les chaînes avec d'autres morceaux de chaîne que j'avais trouvés pour faire des chaînes encore plus longues. Peut-être que ça allait m'être utile un jour pour accrocher, pour accrocher peut-être des boîtes dans mon pick-up ou alors peut-être pour accrocher mon pick-up à un arbre ou pour accrocher peut-être autre chose. Bref, je ne sais pas. Avec le pick-up, on s'est arrêté un moment au bord d'une route. Une BMW, une BMW Une BMW, une X3 s'est arrêtée au bord de la route. La porte s'est ouverte et j'ai vu deux personnes en sortir, s'asseoir juste au bord. Cette BMW X3 grise s'est arrêtée au bord de la route. Deux personnes se sont assises au bord de la route. Je les ai regardées et j'ai marché. J'ai marché jusque derrière eux. Un peu plus loin jusque derrière eux, j'ai réfléchi à est-ce que j'allais leur demander ce qu'ils faisaient ou pas. Et j'ai vu qu'ils attendaient. Ils étaient là, occupés à attendre, avec une lampe de poche. Ils se faisaient un feu avec du petit bois. Ensuite, plus loin, sur une grande route, je suis arrivé avec mon pick-up. J'ai fait comme eux, je me suis arrêté à cette grande route. Et j'ai réfléchi. J'ai réfléchi, mais la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que certainement, Kenna, ma jeune chienne, devait adorer ça. S'arrêter au bord de la route. Regarder les voitures qui passent et attendre. Kenna devrait certainement aboyer sur toutes les voitures pour pouvoir, pour pouvoir en arrêter une. Certainement, elle devrait faire ça si elle était avec moi. Mais elle n'était pas là. Kenna est morte il y a au moins quelques jours. Kenna est morte il y a au moins quelques jours. Mais je sais qu'elle aurait fait ça. Elle aurait aboyé sur les voitures pour qu'elles s'arrêtent.
Je me suis arrêté et j'ai vu passer très vite devant moi une série 4. J'ai vu passer très vite devant moi une série 4. Une BMW série 4 qui est passée très vite, noire. Elle était noire, noire fantôme. Elle est passée très très vite et plus loin j'ai entendu un bruit sourd. On est arrivé dans un quartier résidentiel avec mon pick-up et je me suis arrêté. Dans le quartier résidentiel, il y avait une maison, totalement le mur enfoncé. La BMW, la BMW série 4 dans le mur complètement enfoncé. Les fenêtres étaient enfoncées. À l'intérieur, il y avait des dommages. À l'intérieur, il y avait des dommages. Il y avait deux enfants, deux jeunes sœurs, des sœurs jumelles. L'une des sœurs jumelles était dans la cave, juste en face du cadavre de ses parents. Son père était par terre, la nuque brisée, avec du sang qui s'écoulait sur le sol. Sa mère était contre le mur, assise, la nuque brisée aussi, la tête vers le bas, assise contre le mur par le choc de l'accident. Je suis arrivé, je les ai aidés. Je les ai aidés à sortir entre les décombres. J'ai appelé une ambulance et l'ambulance est arrivée. Ensuite, plus loin, je suis revenu dans la forêt et j'ai vu une lumière orange. Ce n'était pas bon signe. Je suis arrivé avec le pick-up. J'ai roulé le plus vite possible que je pouvais. Je regardais autour de moi. Autour de moi, je regardais le paysage défiler. Je regardais la forêt défiler. La forêt défilait, le paysage défilait. Je regardais la forêt qui défilait juste autour de moi, par les fenêtres. J'ai fermé les fenêtres et derrière moi, derrière le pick-up, il y avait ces, il y avait ces jeunes filles que j'avais secourues, qui étaient avec leur grand-mère. Je suis arrivé, je les ai alors, je les ai mis dans mon garage. Je les ai mis dans mon garage, j'ai ouvert la porte et je leur ai dit de rentrer à l'intérieur du chalet. Je leur ai montré le salon, je les ai installés dans le salon. Je leur ai dit d'aller dans le salon. Elles se sont installées, la grand-mère était avec ses jeunes filles. Elle était en train de les rassurer et de leur dire que tout allait bien maintenant. J'ai vu qu'elle balayait la pièce des yeux et qu'elle regardait un petit peu partout, les murs, les cadres, les trophées qu'il y avait. Je suis arrivé, je leur ai dit de faire comme chez eux, je leur ai chaleureusement offert un verre d'eau et je me suis assis à côté d'eux. J'ai expliqué que c'était mon chalet, que mon copain dormait encore en haut, mais qu'il allait dormir jusqu'à demain au moins. Donc qu'ils avaient toute la nuit pour pouvoir passer une nuit agréable et un moment agréable à trois. Je suis parti et j'ai dit que j'avais une urgence en forêt, que j'avais vu une lumière orange. La jeune, la jeune femme qui était avec eux, la jeune femme qui était avec eux, la secouriste, m'a demandé: Vous avez vu quoi? Une lumière orange? J'ai dit oui, une lumière orange, il faut que j'y aille. Elle m'a demandé si j'étais Elle m'a demandé si j'étais assez qualifié pour pouvoir gérer ce genre d'opération. Je lui ai répondu que j'étais garde forestier, depuis pas longtemps, mais que j'étais garde forestier et que je savais tout ce qu'il fallait faire. C'était un chalet en feu, un énorme chalet en feu. Je suis arrivé, j'ai suivi la fumée, j'ai suivi l'odeur de la fumée du bois brûlé. J'ai sauvé 4 filles. J'ai sauvé 4 filles qui sont sorties, elles ont trébuché au sol. Je les ai alors, je les ai alors rangées, toutes les trois, l'une à côté de l'autre. Toutes les trois l'une à côté de l'autre, les secourant, les prenant bras dessus bras dessous, je les ai rangées sur un bord de route. Sur un bord de route, je les ai rangées, les secourant bras dessus bras dessous. Avec eux, il y avait un jeune homme. Il y avait un jeune homme, certainement le petit copain de l'une des filles. Je l'ai alors secouru. Je l'ai mis alors à côté de l'une des filles que je pensais être sa petite amie. Et je l'ai regardé et je lui ai dit de rester là, de prendre soin des autres, des 3 autres filles avec qui il était. Et j'ai vu qu'il s'était mis près d'une autre fille. Visiblement, ce n'était pas sa petite copine. Je suis arrivé et je leur ai donné des bidons d'eau, histoire qu'ils puissent se laver, descendre et qu'ils puissent boire un petit peu. J'ai distribué des gobelets, j'ai distribué des gobelets, des verres et de la nourriture sèche, comme par exemple, de la viande séchée qu'ils pouvaient manger. Je leur ai dit de patienter et je suis arrivé avec le pick-up. Je suis arrivé avec le pick-up. J'ai téléphoné à mon petit ami, j'ai téléphoné à mon petit ami Nelly et je lui ai prévenu. Je lui ai prévenu qu'il y avait des gens au salon, donc il en était totalement conscient. Il est arrivé avec une BMW X3. Il est arrivé avec une BMW X3 et il a récupéré les jeunes filles qu'il a rapportées au chalet. Au chalet, dans le sous-sol, il a récupéré les filles, les a posées sur une chaise. Les filles se sont tous assises sur une chaise, l'une à côté des autres.
Et alors, les unes à côté des autres, elles sont venues sur une longue chaise. Sur une longue chaise dépliable, elles sont venues, elles se sont couchées. Et alors, il était en train de me téléphoner. Il était en train de me téléphoner en vidéo. En vidéo, il était en train de me téléphoner avec son PC. Je voyais tout ce qui se passait dans le sous-sol. Il avait expliqué aux filles que dans le sous-sol, on avait confectionné, en tout cas, on avait créé un hôpital clandestin. On avait créé un hôpital clandestin dans le sous-sol. Et cet hôpital clandestin, je l'avais fabriqué moi-même, avec des morceaux de mur. Avec des morceaux de mur, des morceaux de fer, des morceaux de métal, des morceaux de plâtre. J'avais fabriqué des murs blancs, des murs confortables. J'avais fait l'isolation. J'avais tout fabriqué. On avait fait un hôpital clandestin. Il y avait plusieurs cabinets, des cabinets de médecins. Il y avait des cabinets pour pouvoir ausculter les gens. Et il y avait même une salle d'opération qui avait été entièrement construite en dessous du salon. Il a emmené les filles jusque-là. Et quand il a emmené les filles jusque-là, il les a auscultées, il a regardé si leurs poumons fonctionnaient bien. Et à chaque fois, il se retournait vers la table, vers le bureau, et il tournait le PC vers les filles et les regardait. Moi, je demandais derrière mon GSM, je lui demandais de faire respirer les filles pour moi. Et les filles ont respiré. Il s'est mis derrière avec le stéthoscope qu'il avait autour du cou et leur a demandé de respirer, d'inspirer très fort et d'expirer très fort. Les 4 filles l'ont fait pour moi et j'ai regardé, j'ai dit super, nickel, elles vont très bien. Tu peux maintenant les coucher quelque part où tu trouves de la place. Le temps que j'arrive, elles étaient couchées et l'une d'entre elles s'était endormie. Je suis arrivé, j'ai dit nickel, trouvons-lui une place, trouvons-lui un petit endroit. Quand on est arrivé, moi, moi et la jeune ambulancière qui était avec moi aussi, qui avait éteint le feu avec moi, qui était venue. Peut-être parce qu'elle ne me faisait pas confiance. Mais quoi qu'il en soit, elle était venue. Je suis arrivé et je lui ai montré tout mon établissement que j'avais fabriqué avec des morceaux de mur. Des morceaux de mur en bois. Des morceaux de mur en bois, des morceaux de mur en plâtre, des morceaux de mur que je récupérais un peu partout sur des maisons abandonnées, sur des chantiers abandonnés que je récupérais. Je récupérais des morceaux de mur. Bref, j'avais fabriqué cet hôpital et elle était complètement opérationnelle. Elle était complètement opérationnelle. Elle m'a regardé et elle a dit pas mal du tout, regardant l'état des murs. Je l'ai vu tourner autour de l'hôpital que j'avais fait dans mon sous-sol. Les filles, je suis arrivé derrière elles. Je leur ai demandé leur nom, leur âge, où est-ce qu'elles habitaient, si elles avaient un frère, une sœur. L'une d'entre elles avait un frère. Ensuite, j'ai regardé l'état des 2 jeunes filles, les 2 jeunes jumelles que j'avais secourues d'une voiture qui avait foncé droit dans leur mur, dans leur maison. Elles allaient très bien. Elles étaient en salle d'opération car l'une d'entre elles devait se faire recoudre le bras. Son bras était complètement ouvert. L'une d'entre elles devait se faire déboîter l'épaule. Je lui ai dit que ça allait faire un peu mal. Je lui ai alors donné une ceinture, une de mes ceintures, une ceinture que j'ai été chercher dans ma chambre, une ceinture de jeans. Je lui ai dit de mordre très fort dedans. Et à un moment, j'ai pris son épaule et j'ai dit 1, 2, 3. Je me suis arrêté à 3. Et je lui ai dit tu es prête? Elle a tourné la tête et m'a dit oui. J'ai déboîté son épaule, je l'ai entendu crier, mais tout allait mieux après. Ici, on faisait les choses sur le rush, comme ça se passait. Lorsque les gens arrivaient, on les soignait directement. Ensuite, on ne les relâchait pas dans la nature. Soit on allait les déposer là où ils habitaient avec la X3. Soit on les gardait ici en observation dans des chambres qu'il y avait encore en dessous. Au moins 2. Certaines chambres étaient aménagées, certaines chambres étaient à aménager avec des armoires à l'intérieur desquelles il y avait des draps, des couvertures confortables et des meubles à construire, des fauteuils, des chaises. J'ai regardé alors une famille. J'ai regardé alors cette famille avec la grand-mère et les 2 petites filles. Il était préférable de leur aménager une chambre. J'ai aménagé une chambre et ces 2 jeunes filles se sont endormies sur le même lit.
La grand-mère, elle, s'est endormie sur un fauteuil que j'avais déplié pour elle, avec une couverture et un coussin. Je suis remonté. J'ai pris l'ascenseur. J'ai pris l'ascenseur quand je suis remonté. Ensuite, j'ai regardé les jeunes filles. L'une des jeunes filles avait très mal et saignait. Elle saignait de l'épaule. J'ai regardé son épaule et je lui ai dit, malheureusement, il va falloir que je t'opère de l'épaule. Il va falloir que je fasse quelque chose en urgence. Je l'ai pris avec moi, bras dessus, bras dessous. On a couru dans les escaliers, j'ai vu qu'elle trébuchait de temps en temps. À chaque fois qu'un escalier se terminait, elle trébuchait un petit peu. J'ai regardé sa jambe qui saignait un petit peu. Mais rien de grave, rien d'alarmant. Ensuite, quand on est arrivé en bas, je l'ai posée sur une chaise dépliable, je lui ai dit couche-toi, mais fais attention à ton épaule. En dessous, je lui ai mis une cale en dessous de son épaule. Son épaule saignait affreusement et était complètement bleue. À mon avis, il devait y avoir une hémorragie ou quelque chose comme ça. Il devait y avoir une hémorragie ou quelque chose comme ça. Son épaule était bleue, voire même peut-être mauve, un petit peu noir à cause du sang. Le sang qui se réfugiait au-dessus, qui se réfugiait sur son épaule et en dessous, près de ses omoplates. Près de ses omoplates, le sang se réfugiait. À mon avis, il devait y avoir une hémorragie qui commençait à remplir son dos et son omoplate, son épaule qui commençait à remplir son dos, son omoplate, son épaule de sang. Je l'ai regardée et je lui ai dit fais très attention quand elle s'est couchée. Quand elle s'est couchée, elle avait affreusement mal. Elle est restée assise, mais tout de suite, elle m'a appelé, elle m'a averti qu'elle commençait à avoir trouble. Là, je l'ai tout de suite couchée et je l'ai emmenée au bloc. Je n'ai pas hésité une seule seconde à rincer. Je n'ai pas hésité une seule seconde à rincer son épaule lentement. Elle était déjà évanouie à cause de la douleur. Je n'ai pas eu à la piquer ou par intraveineuse. Je n'ai pas dû à la piquer par intraveineuse, à enfoncer une aiguille dans son bras. Je n'ai pas dû lui mettre un masque pour pouvoir l'endormir. Rien à faire, elle s'était endormie toute seule. Il n'y avait plus rien à faire, il fallait que j'ouvre son épaule pour voir à l'intérieur. Quand j'ai ouvert son épaule, j'ai alors écarté la chair et il y avait plein de sang qui s'était réfugié à l'arrière autour de son omoplate. Il y avait du sang qui s'était réfugié autour de son omoplate, du sang qui s'était réfugié autour de sa clavicule. J'ai alors dû vider le sang avec une petite paille que je prenais, une petite paille en plastique qui aspirait de l'air. Cette petite paille en plastique que je prenais comme ça, sur laquelle il y avait un tuyau qui aspirait de l'air. Ce tuyau aspirait de l'air et aspirait tout le sang qu'il allait déposer ensuite dans une poche. Ce sang que j'ai vidé dans une boîte en plastique, j'ai été le vider dehors. Du sang humain, certes, ça allait peut-être attirer les animaux. Pour mon expérience. Donc je faisais d'une pierre deux coups. Elle s'est réveillée avec un épaule plâtrée. Elle s'est réveillée avec un épaule plâtrée, m'a remercié. Tout allait beaucoup mieux. J'ai mis mes mains devant ses yeux et je lui ai demandé est-ce que tu vois ma main? Elle m'a dit oui, correctement. Je lui ai montré plusieurs chiffres avec mes doigts. Je lui ai dit est-ce que tu vois? Elle m'a répondu 4, 5, 3, 6. Elle voyait correctement, c'était bon. J'ai alors claqué des doigts, à gauche et puis à droite. J'ai claqué des doigts. Elle entendait bien correctement, à gauche et à droite. Elle m'a demandé si c'était nécessaire. Je lui ai dit oui. Ensuite, je suis remonté. Les jeunes filles attendaient tous. Elles attendaient tous de pouvoir rentrer. J'ai dit que c'était peut-être impossible ou peut-être possible. L'une des jeunes filles m'a regardé et a dit qu'elle devait rentrer prendre soin de son petit frère. Je lui ai demandé comment s'appelait son petit frère. Elle m'a répondu. J'ai vu alors que c'était écrit sur son dossier. Je sais pas pourquoi je lui avais posé la question. Peut-être à cause du stress. Je venais de procéder à une intervention. Ensuite, je suis revenu. Ce soir-là, je me suis couché. Tu t'es posé contre moi. Tu m'as dit que j'avais fait le nécessaire. Et je me suis tourné vers toi. J'ai dit, cette nuit, j'ai récupéré deux filles. Cette nuit, j'ai récupéré deux filles dans un accident de la route, dans une banlieue résidentielle, qui ont failli mourir. Face à une personne qui conduisait une BMW à sens unique.
à 90 à l'heure dans une banlieue résidentielle. J'ai récupéré 4 filles dans l'incendie d'un chalet. J'ai opéré l'une de ces filles. J'ai renvoyé l'une de ces filles chez elle prendre soin de son frère. Là, tu m'as regardé et tu m'as dit que j'étais un héros. Tu m'as dit même que j'étais ton héros. Mon expérience avait fonctionné, j'ai été défaire les caméras. J'ai été dévisser les caméras, j'ai été retiré alors en bas chaque micro, chaque petit baffle, et j'ai écouté avec mon casque. Attentivement, mon expérience avait fonctionné. J'avais enregistré un renard, j'avais enregistré un lièvre, et j'avais aussi enregistré une petite biche qui était venue voir. Je voyais encore ses petites cornes dépasser. J'entendais encore les bruits sourds de ces cornes qui frappaient contre les micros qui pendaient par des câbles extensibles que j'avais pendus juste au-dessus, dans le salon, pour ne pas effrayer les animaux et pour ne pas qu'ils les voient. Le lendemain, je nettoyais mon pick-up. Tu es arrivé derrière moi et tu m'as dit, mon héros, ça va bien? Je me suis retourné, je t'ai embrassé, je t'ai tenu contre le pick-up, et j'ai dit très bien, est-ce que tu veux partir en mission avec moi cette fois? Je me suis mis au volant, tu as ouvert la porte, et tu as dit oui, pourquoi pas. Nous sommes allés en mission. J'ai dit c'est pas réellement des missions, la seule chose qu'il faut faire c'est partir en forêt et trouver des choses à faire. Tu m'as regardé en rigolant et tu m'as dit, alors chaque fois que tu pars, tu sais pas ce que tu vas faire, tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Je t'ai regardé et j'ai dit non, absolument pas. Je sais pas si je vais tomber sur un animal mort, je sais pas si je vais tomber sur un accident de forêt, je sais pas si je vais tomber sur une voiture qui s'est encastrée dans un mur, je sais pas si je vais tomber sur une banlieue résidentielle. Je sais encore moins si je vais tomber sur un feu de forêt qui s'est engagé à l'intérieur d'un chalet. Je sais encore moins sur quoi je vais tomber. Ce soir-là, nous sommes tombés sur un silo qui était complètement vide, et à l'intérieur, il y avait des tables pour poser des corps visiblement. Peut-être peut-être un ancien hôpital clandestin, de la guerre. Je sais pas, je l'ai visité et j'ai regardé à l'intérieur. Je me suis dit, mon Dieu, tout l'équipement qu'il y a ici. Je t'ai demandé alors d'en récupérer quelques-uns, te lançant alors des outils pour pouvoir défaire l'équipement militaire. Tu as défait quelques, tu as défait quelques tables, quelques morceaux de chaises, quelques, tu as pris quelques mallettes qui étaient rangées dans des boîtes, qui étaient rangées dans des étagères que tu as dû forcer pour récupérer les boîtes. On a récupéré les équipements et nous sommes revenus à la voiture, au pick-up, et on a rentré tout ça. Quand on est revenu au pick-up, on est revenu alors au chalet. J'ai ouvert les équipements militaires et j'ai vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Il y avait beaucoup de choses intéressantes, comme par exemple des bandages, comme par exemple de quoi accrocher des bandages et serrer les bandages, des choses que je n'avais pas. Des seringues, beaucoup de seringues, des tuyaux qu'on pouvait enfoncer dans les veines pour faire des intraveineuses. Il y avait des produits XY pour pouvoir faire des anesthésies. Bref, des scalpels, des couteaux, des choses pour pouvoir disséquer des humains. Tous les ustensiles pour pouvoir faire une autopsie. Bref, il y avait presque tout ce que j'avais besoin. Il y avait presque tout ce dont j'avais besoin. Et le soir même, j'ai regardé tout ça. Et j'ai tout désinfecté. J'ai tout désinfecté à l'évier avant d'aller me coucher. Exténué ce soir-là, j'avais de quoi réouvrir un deuxième hôpital dans mon sous-sol. J'ai alors regardé le mien et j'ai déposé tous ces équipements que j'avais trouvés à côté de mes équipements à moi, dans le sous-sol. Je suis remonté, exténué dans le fauteuil. J'ai grimpé au deuxième étage et je me suis couché à côté de toi. J'ai fermé les yeux, je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre. C'était vraiment incroyable d'avoir trouvé ça là-bas. Mais malgré ça, j'avais sauvé déjà beaucoup de vies. Je pouvais en sauver encore plus. Maintenant, je savais que j'étais un vrai garde forestier. Cette nuit-là, je me suis endormi. Et le lendemain matin, tu m'as réveillé. Et tu m'as demandé, on repart faire un tour? Je t'ai alors donné les clés comme si de rien n'était. Et je t'ai suivi en me mettant du côté passager, ce qui me faisait déjà bizarre, car c'est moi qui conduisais presque tout le temps. Ensuite, nous sommes partis. Quand nous sommes partis, et que nous sommes arrivés devant un animal mort, tu m'as dit, alors qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais? Je t'ai regardé et j'ai dit, c'est toi qui as voulu partir. Dis-moi comment toi tu ferais face à un animal mort.
Tu m'as regardé et tu as dit, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire en premier? J'ai répondu, je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu feras en premier? Finalement, tu as commencé à lever l'animal mort. Tu l'as accroché par les pattes